Parfait. Bah, écoutez, bonjour à tous. On est ravis de vous retrouver avec Marc Baudy qui va se présenter dans une minute. Je me présente très rapidement. Je suis Thomas Salvegnac. Je suis responsable de compte chez Cornerstone depuis une dizaine d'années maintenant. J'ai le plaisir d'accompagner des organisations, notamment comme Jeffco. Déjà, on voulait vous remercier avec Marc parce que vous êtes très nombreux à nous retrouver. Plutôt que d'être en terrasse d'un restaurant au soleil, vous avez préféré venir nous écouter via ce webinar. Donc, on est très flattés de ce choix. On va beaucoup parler dans la journée d'aujourd'hui des soft skills. On voulait vous présenter vraiment une approche globale qui est celle de Jeffco, qui a vraiment mis au centre de sa stratégie RH et de sa stratégie business le développement des compétences. Et donc, on a travaillé en partenariat avec Jeffco depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Et donc, c'est vraiment ce témoignage qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. Donc, Marc, je te laisse la main, te présenter et nous présenter Jeffco. Oui, bien sûr. Merci Thomas. Donc, je m'appelle Marc Baudy, je suis le Project Manager pour Jeffco University. Et donc, quelques mots d'abord. Alors, juste un peu, donc comme l'a dit Thomas, on est très ravis d'être avec vous aujourd'hui. On va essayer pendant cette présentation d'être le plus transparent possible pour que ça vous soit très utile. Donc, on vous parlera des succès, mais aussi de ce qui a un peu moins bien marché. Avant de commencer, quelques mots sur Jeffco. Jeffco, c'est une entreprise de logistique pour les industriels. C'est une entreprise qui existe depuis 70 ans, qui est spécialisée ou qui est très forte dans l'industrie automobile. L'équipe Jeffco, c'est 15 000 collaborateurs dans le monde, dans 47 pays. Et un point qui est assez important pour ce qui concerne notre affaire, l'université d'entreprise, c'est qu'on a des fortes variations de population en fonction des pays. C'est-à-dire qu'en France, on va avoir 3000 personnes et puis en Australie, on a 25 personnes. Donc voilà, donc ça, c'est un point qui est assez important dans notre université d'entreprise et dans notre stratégie pour travailler la montée en compétences de nos collaborateurs. Parfait, Marc. Donc, peut-être on va vous proposer de commencer par le commencement. Quelle a été l'idée initiale? Quelle a été la genèse de ce projet-là? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le cheminement autour de cette initiative? Oui, alors en fait, chez Jeffco, vous voyez, on a voulu vraiment lancer cette initiative de développement d'un pas décidé, comme vous pouvez le voir sur cette image, et d'ouvrir les possibilités à l'ensemble de nos collaborateurs. Donc, en fait, l'université d'entreprise, elle a été créée en 2018. En mai 2018, on a signé le contrat avec Cornerstone. Et il y a 3 points qui sont importants. Le premier point, c'est que le projet Jeffco University, c'est pas un projet RH ou Learning and Development, etc. C'est vraiment un projet business. Et en fait, c'est le volet RH d'un projet business qui était plus large, que vous voyez là sous le terme IP, qui veut dire Infinite Proximity, qui était un projet sur lequel Jeffco a reconsidéré un petit peu sa raison d'être. L'autre point qui est important, c'est un objectif très clair dès le départ. On voulait avoir une offre de développement qui soit accessible à tous les collaborateurs, donc aux 15 000, pour préparer leur avenir, mais aussi pour l'avenir de Jeffco, parce qu'on sait très bien que notre industrie, la logistique, elle est touchée par beaucoup d'innovations, beaucoup de changements, et donc le fait de se former, c'est pas quelque chose qui est juste pour engager les collaborateurs ou les retenir, c'est vraiment quelque chose qui est absolument nécessaire pour le business de Jeffco. Enfin, la troisième idée, ça a été d'avoir quelques éclaireurs parmi les 15 000 collaborateurs, c'est-à-dire de donner un catalogue enrichi de formation à 3 000 collaborateurs qui soient un peu des ambassadeurs des éclaireurs. Effectivement, et je confirme, pour rebondir sur ce qu'évoque Marc, c'est vraiment l'ADN du projet et c'est vraiment par là qu'on a débuté ensemble. Du coup, merci Marc pour cette introduction. Est-ce que du coup, tu peux nous dire un petit peu
comment ça s'est passé concrètement? Qu'est-ce qui, comme tu le disais tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est bien passé? Où est-ce que vous avez pu rencontrer quelques difficultés? Et puis, s'il y a peut-être des choses que vous auriez fait de manière un peu différente. Voilà, et partager vraiment cette expérience, cette journée, comme disent les anglo-saxons, avec nous. Merci. Oui, donc en fait, le parcours, il a été riche, vous allez voir. En fait, fin 2019, on avait déployé l'université dans tous les pays. On a déployé en plusieurs vagues. Et donc, tous les pays, tous les collaborateurs avaient accès à la plateforme au mois d'octobre 2019. À ce moment-là, on s'est rendu compte que notre parcours était riche d'un certain nombre de succès. Donc, un succès, c'est effectivement que les managers et les non-managers puissent se connecter, que les gens qui étaient dans un bureau connectés grâce à leur travail pouvaient se connecter, mais également les gens qui sont, par exemple, dans un entrepôt, qui n'ont pas forcément de PC. Une autre chose qui était important, un deuxième point, c'est les langues et les pays. On a des modules et une navigation en plusieurs langues. On a aussi monté un réseau de guardians, en fait, qui sont les personnes responsables de déployer la solution et de s'assurer que ça marche bien dans leur pays et de mettre du contenu local. Donc ça a plutôt bien marché. L'autre chose qui a été très, très importante et très appréciée chez Jeffco, ça a été le côté un peu moderne et ludique, la facilité d'utilisation. Et puis enfin, c'est vrai que nous, on est une entreprise de logistique, on a l'habitude de travailler en réseau, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui a plutôt bien fonctionné aussi dans cette première période. Après, il y a eu des choses qui ont été qui ont un peu moins bien fonctionné, je dirais. Et on les retrouve sur les 4 différents éléments. Donc, il y a des choses, on va le voir sur le… Ah oui, alors, non, c'est bon. Alors, en fait, avant de vous parler des choses qui ont moins bien fonctionné, je voulais vous donner l'exemple du Brésil, en fait. Puisque, en fait, on vous a parlé un peu d'une manière macro du projet. Maintenant, si on prend un cas très concret d'un pays, et le Brésil, pour vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Au Brésil, chez Jeffco, on a 383 collaborateurs et on a 51 qui ont accès à un PC. Donc, ça veut dire que les autres, ils sont plutôt soit dans des entrepôts, soit ce sont des chauffeurs, soit ils travaillent sur des plateformes logistiques. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'au Brésil, ça a très bien marché? En fait, parce qu'on a accompagné la prise en main, notamment les équipes RH ont passé du temps à expliquer, à faire un onboarding sur la plateforme. On a aussi créé une habitude qui est un point très important. En fait, on se rend compte que les gens, ils viennent de temps en temps sur la plateforme, mais ils n'y passent pas forcément beaucoup de temps. Et ce qu'on veut vraiment faire, c'est créer une routine sur la plateforme. Et donc, du coup, pour créer des habitudes, il y a certains documents qu'on a fait héberger sur la plateforme. Et donc, du coup, les gens, ils prennent l'habitude de revenir sur la plateforme régulièrement. Ensuite, on a fait un certain nombre d'actions ciblées sur les personnes qui n'ont pas accès à un PC, notamment en mettant des tablettes à disposition dans certains entrepôts. Et pendant le Covid, mes collègues au Brésil, il y avait aussi des gens qui étaient en fait chez eux et qui ont un PC chez eux, mais pas forcément au travail. Et donc, du coup, ils les ont accompagnés pour pouvoir faire des formations chez eux sur leur PC perso, ce qu'ils ne pouvaient pas faire au travail. Et puis enfin, notamment au Brésil, mais c'est vrai dans beaucoup de nos pays, il y a beaucoup de communications qui sont faites autour de la plateforme, encore une fois, pour inciter les gens à se former sur cette plateforme. Et je rebondis peut-être, Marc, un petit peu sur ton point par rapport à la communication. Je sais qu'il y a une vraie prise de conscience de l'importance de l'accompagnement autour des contenus et du portail et de l'initiative autour de l'université. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur voilà, concrètement à quelle fréquence, avec quel support vous avez relayé cette stratégie formation? Je sais qu'elle est très liée aussi, on en a parlé en introduction, à vos enjeux business. Donc, il y a une forte corrélation entre le business de Jeffco et la manière dont vous déployez votre stratégie formation. Est-ce que tu peux nous éclairer juste un peu rapidement sur ce point-là?
Oui, oui. Sur l'aspect de communication et d'engagement des collaborateurs autour de la plateforme, il y a plusieurs choses. Il y a des communications qui sont… En fait, il faut qu'on ait en tête qu'on a trois objectifs avec cette plateforme. On a l'objectif de promouvoir un peu tous azimuts le développement. On a l'objectif de se concentrer sur quelques sujets stratégiques pour Jeffco. Et on a l'objectif de la montée en compétences sur des compétences très précises. Sur l'aspect de promouvoir le développement un peu tous azimuts, sur la plateforme, il y a même des formations sur le yoga, par exemple, des choses comme ça. C'est vraiment par une communication assez large, par un rappel à tous les grands événements que cette plateforme existe, la valoriser, et par une communication assez large via des newsletters qu'on rattache souvent à des événements internationaux, par exemple la Journée des droits des femmes, ou par exemple la journée d'éducation. Nous, ça nous sert un petit peu de levier, puisque ce sont des leviers qui sont internationaux, donc on peut communiquer dans le monde entier. Et on renvoie en fait, via ces newsletters, à des contenus qui existent sur la plateforme. Donc ça, c'est sur le promouvoir un peu tous azimuts. Après, on a monté des académies qui sont, elles, vraiment sur des sujets plus précis, qui nous touchent plus précisément, genre l'innovation, genre le véhicule électrique, genre le project management. Et là, on crée des parcours sur la plateforme qui sont dédiés à ces métiers-là. Et puis sur le troisième pilier, sur les compétences, là, sur les compétences, en fait, l'idée, c'est d'avoir de plus en plus des formats de formation qui nous permettent vraiment une mise en pratique de ce qui a été appris au cours du e-learning. D'accord. Donc finalement, sur les deux premiers piliers, on pourrait dire que pour vulgariser un peu, sur le premier pilier, c'est vraiment du self-service orienté vers le développement personnel et on offre ce catalogue de formation et on en fait la promotion, mais c'est aux collaborateurs, à l'opérateur ou au cadre de venir chercher ces ressources-là. Et puis, sur le deuxième, on est plutôt prescriptif. On a des vrais spécialistes au sein des académies qui vont venir faire leur curation et pousser finalement des parcours qui sont assez balisés pour atteindre un niveau de compétences donné. Exactement. Et c'est plutôt sur cette deuxième modalité qu'on va travailler sur les communautés aussi et qu'on va utiliser une des fonctionnalités de la plateforme qui s'appelle Connect, qui permet de créer des communautés d'apprenants. Donc, dans le cas d'une académie, ça a plus de sens que, encore une fois, pour les formations qui sont très liées à son propre développement personnel. Très clair. Et peut-être une dernière question, parce que je pense que pas mal de monde se pose la question. On voit en bas de l'écran le côté non connecté de certains utilisateurs. Comment ça s'est opéré, du coup? Alors, en fait, encore une fois, pour les gens qui n'ont pas un PC dans le cadre de leur travail, en fait, la manière dont on travaille avec eux, alors là, c'est plus local, en fait, parce que ça va être un peu pays par pays qu'on va choisir la meilleure stratégie pour, je dirais, engager cette population-là dans le développement et sur la plateforme. Donc, typiquement, au Brésil, ils ont choisi de prendre des tablettes et ils ont choisi aussi d'aider les collaborateurs à aller sur leur PC personnel. Mais ça, on ne peut pas le faire partout. Par exemple, aux États-Unis, on ne peut pas vraiment le faire. On ne peut pas vraiment utiliser les devices personnels parce que sinon, ça devient des devices sur lesquels il faut qu'on paye des choses. Donc, du coup, on l'utilise un peu moins. En revanche, en Espagne, par exemple, ils utilisent beaucoup d'apps, de groupes WhatsApp, etc. Et c'est relativement facile d'utiliser un device personnel, donc on va utiliser un device personnel. Ça va vraiment dépendre des pays. En fait, on va chercher à toucher vraiment l'ensemble de la population. Après, il y a aussi… Pardon? Non, je t'en prie, vas-y. Et ce qui est intéressant aussi, donc ça, c'est l'aspect un peu technique, mais il y a aussi l'aspect plus, je dirais, de management. Par exemple, en UK, nos collègues de UK, ils ont lancé un truc qui s'appelle Power Hour et qui est de dire pendant 1 heure toutes les semaines, je peux me former sur GNU, quel que soit mon job. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez
pour le coup, d'assez puissant parce que voilà, c'est le patron de UK qui dit ça à ses équipes, qui leur dit, voilà, vous avez 1 heure toutes les semaines où vous pouvez aller sur la plateforme et travailler votre développement. Ok, super. On y reviendra après. Je pense qu'il y a le rôle du Guardians aussi, qui est quelque chose que vous avez pensé très très tôt dans le dispositif et qui est un véritable relais ou qui a été en fait au fil du temps un véritable relais pour vous et pour prendre le pouls du terrain et pour faire descendre la stratégie formation que vous souhaitiez insuffler au niveau du groupe. Je passe peut-être à la slide suivante. Oui, qui sont les choses qui ont moins bien fonctionné ou qui n'ont pas fonctionné aussi loin qu'on pensait. Donc, sur l'aspect un peu quel que soit son poste, en fait, c'est vrai qu'on s'est rendu compte quand même que les équipes sur le terrain étaient encore difficiles à toucher. Ça, c'est une première chose. D'autre part, on s'est rendu compte quand même que notre plateforme était avant tout en anglais. Il y avait beaucoup de contenu en anglais. Que les pays, dans la structure de GEFCO, les pays n'avaient pas forcément beaucoup de budget pour investir et pour acheter des contenus eux-mêmes. Et puis que les Guardians, souvent, c'est des gens qui font ça 5 ou 10% de leur temps. C'est souvent des HR managers. Et donc, du coup, c'est pareil, ils avaient besoin d'accompagnement. Donc ça, c'était les constats. Sur l'aspect un peu moderne et ludique de la plateforme, c'est vrai qu'il y a, c'est à la fois un avantage et puis ça a une petite limite. C'est que, bon, on sait qu'on est tous très, très sollicités par des groupes Yammer, par des intranets, etc. Et en fait, le fait que la plateforme, elle soit ludique comme ça, ben, ça donne un petit peu envie d'aller picorer et pas forcément d'y rester longtemps. Donc ça, c'était aussi un enjeu pour nous. Et puis, en fait, on s'est rendu compte également que dans toutes les communautés qu'on a essayé de créer sur Connect, ça fonctionnait des fois plus ou moins, en fait, en fonction des groupes. Et est-ce que tu peux nous dire le nombre de Guardians versus le nombre de pays? Je ne crois pas que ce soit une donnée que tu aies donnée, mais je pense que ça peut intéresser l'audience de connaître la répartition. Oui, en fait, on a 47 pays donc, chez GEFCO, encore une fois, avec pas mal de variations en termes d'effectifs. Et on a 80 Guardians. Et donc, on a plus de Guardians que de pays, mais on a des pays où on a plusieurs Guardians, ne serait-ce que pour avoir des backups, etc. Ce qui est très intéressant, c'est que ça, c'est vraiment, et tu as raison d'insister là-dessus, en fait, c'est plus qu'un relais, je dirais, les Guardians. Ils font vraiment partie de l'équipe de déploiement. Ils sont très motivés parce qu'en fait, dans une équipe, chez des gens de HR, souvent, l'aspect formation, développement, c'est quand même un petit peu une partie noble, c'est une partie qu'on aime bien. Et en fait, là, on se rend compte que cette équipe de Guardian, même s'ils sont très sollicités par ailleurs, ils arrivent à trouver le temps pour s'investir et puis pour faire parler un petit peu leur créativité aussi autour de cette université d'entreprise. Ok, très clair. Merci beaucoup. Merci pour ce retour d'expérience, pour ces constats. Du coup, je crois que vous avez utilisé l'année 2020. C'est une année un peu charnière, une année un peu bilan, où justement, vous avez pu échanger en interne et avec le réseau étendu des constats voilà, que vous avez pu analyser. Et puis l'idée, c'était aussi de se projeter sur 2021 et au-delà. Donc, est-ce que tu peux nous partager un petit peu avec nous quelles ont été ces réflexions? Je crois qu'il y a un appel d'offres, enfin, c'est pas je crois, je sais qu'il y a un appel d'offres sur les sujets contenus qui a été mené justement au regard de cette nouvelle stratégie et de ces constats. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé et quel a été le résultat? Oui, bien sûr. En fait, assez rapidement, par rapport à nos constats, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que on remettait pas en cause finalement la plateforme elle-même. On était plutôt content sur l'accès à la plateforme, les aspects techniques, etc. Et que le point sur lequel on voulait retravailler, c'était vraiment le point des contenus. Parce qu'en fait, c'est quand même ces points-là qui sont les plus importants. C'est quels sont les contenus que j'ai sur la plateforme et comment je vais attirer les gens grâce à ces contenus. Donc, effectivement, on a
lancé un appel d'offres à la fin 2020. Et là, on avait les 3 piliers que je vous ai décrits tout à l'heure, promouvoir le développement, les académies et l'aspect compétences. Et on a rencontré tous les acteurs du marché de manière très ouverte, très transparente. On avait monté le RFP pour expliquer ce qu'on recherchait exactement. Et au final, on a re-signé avec Cornerstone parce que en fait, on a trouvé pas mal d'améliorations dans la collaboration qu'on avait déjà, et ça nous a permis d'avoir de vraies nouvelles propositions. Donc, la première proposition, ça a été de se dire, on veut un catalogue très large de contenu, non plus uniquement pour 3000 personnes, mais pour les 15 000 collaborateurs de GEFCO. Donc maintenant, on a un catalogue très large, très riche de contenu pour nos 15 000 collaborateurs de GEFCO. On s'est dit aussi, si on veut vraiment toucher les gens qui sont sur le terrain, il faut parler leur langue, et y compris dans la navigation sur la plateforme. C'est-à-dire qu'un Polonais qui travaille dans un site logistique, s'il doit naviguer sur une plateforme qui est en anglais, déjà, ça risque de le rebuter un petit peu. Et donc, du coup, on a travaillé avec Cornerstone pour avoir beaucoup plus de contenu dans les différentes langues. Donc, maintenant, on a du contenu dans les 20 langues. Et également, avoir de nouvelles langues de navigation. Donc, au démarrage de la plateforme, on avait choisi 6 langues de navigation qui sont les 6 langues les plus parlées chez GEFCO. Et maintenant, on en a 12. Donc, on a rajouté le tchèque, le polonais, etc. Et donc, ça nous permet de toucher beaucoup mieux les gens qui sont sur le terrain et qui ne parlent pas forcément l'anglais. Ensuite, on a souhaité vraiment travailler sur cet aspect de montée en compétences. Et donc, du coup, via Cornerstone, on a fait un partenariat avec Skillspill qui est vraiment plutôt sur du micro-learning et qui permet en fait très rapidement de passer ce que j'apprends pendant mon e-learning à la mise en pratique, en fait. Et donc on travaille là-dessus, sachant que le travail sur ce sujet-là, il est loin d'être terminé. C'est-à-dire que le travail sur la montée en compétences, c'est vraiment un chantier sur lequel on va encore travailler dans les mois qui viennent. Et puis, on a renforcé nos piliers. Donc, nos piliers, c'est nos partenaires internes. Donc, on a parlé des Guardians. À travers les Guardians, on veut de plus en plus impliquer les managers aussi, puisque dans la plateforme, vous avez la possibilité d'assigner des formations, pour un manager, d'assigner des formations à son équipe. Donc, pour nous, c'est important de travailler cette fonctionnalité-là et de travailler cette responsabilité-là chez nos managers. Ensuite, nos partenaires externes, donc bien sûr Cornerstone, avec lequel on travaille à la fois sur la plateforme et sur l'achat de contenu, mais également DXC, qui est notre partenaire pour l'intégration, les aspects un peu techniques de la plateforme, et puis nos communications régulières sur lesquelles je vous parlais tout à l'heure, des newsletters, etc. Ok, merci beaucoup. Merci pour ces retours. On voit bien qu'il y a eu un cheminement, une ambition de départ qui est restée la même ou égale à elle-même, j'avais envie de dire, mais que vous avez renforcé au regard des constats ou des feedbacks que vous avez pu avoir du terrain pour aller toujours un peu plus loin. Donc, c'est effectivement super intéressant. Je crois qu'il y a quelques questions dans le chat, mais peut-être que je te propose de résumer un petit peu voilà ce qu'on vient de se dire, Marc, et puis on passera peut-être aux questions ensuite. Oui, en fait, donc vraiment notre objectif, c'est de faire en sorte que cet outil, notre université d'entreprise, elle permette aux gens de se développer et de se développer dans leur carrière professionnelle. Les 3 points sur lesquels j'insisterai peut-être en conclusion, c'est le côté très lié à l'activité. Donc, pareil pour l'activité de GEFCO, c'est-à-dire qu'on a une activité qui est en transformation et donc c'est pour accompagner la transformation de cette activité qu'on met en place cet outil. C'est un facteur différenciant aussi, cette université d'entreprise et cette volonté de développer les collaborateurs, parce qu'en fait, c'est pas forcément la logistique n'est pas réputée forcément pour être le secteur d'activité où on investit le plus dans le développement des collaborateurs.
Donc pour nous, ça nous permet aussi de se différencier par rapport à des concurrents et notamment en ce moment où on commence à avoir un petit peu plus de tension sur le marché pour attirer des nouveaux talents. C'est vrai que c'est un facteur différenciant et c'est y compris un facteur qu'on met en avant dans notre marque employeur. Et puis enfin, vraiment, l'animation et l'accompagnement comme clé de voûte de cette université, c'est que c'est vrai que rien n'est gagné en fait, hein, y compris dans un pays. Nous, on a vu des grandes fluctuations. À un moment donné, par exemple, en UK, ils étaient très élevés. Ils avaient des taux de connexion, etc., qui étaient très importants. Et après, ça a baissé. Donc, en fait, il y a toujours une animation permanente qu'il faut avoir, un accompagnement permanent. C'est pas gagné. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un programme qui marche très bien et puis après, ça descend un petit peu. Et je rebondis un petit peu sur ce point-là. Est-ce que tu peux partager un petit peu comment justement vous gérez cette émulation entre les différents pays ou entre les différentes populations? Parce que je crois que c'est devenu un peu un réflexe et un jeu ou une compétition en interne. Est-ce que tu peux Oui, oui. partager? En fait, parce qu'on utilise, alors la beauté de ce genre de système, c'est qu'on a beaucoup de données en fait, hein, grâce à Cornerstone. Donc, on sait tout ce qui se passe sur la plateforme, hein. Si vous passez une minute sur la plateforme, on le sait, comment vous passez, sur quoi, etc. Et donc, du coup, on utilise ces données-là pour créer vraiment un tableau de bord, mais vraiment qui nous permet de piloter un petit peu la plateforme. Et c'est vrai et on partage beaucoup ce tableau de bord au sein de la communauté des Guardians et de la communauté RH. Donc, il y a une certaine émulation, en fait. On fait des podiums, on met en avant des bonnes pratiques. On organise même un summit sur Jeffco University où on demande à chacun de venir avec ses pratiques, etc. Et puis qui vont être après reprises par les autres. Donc, oui, on essaye de créer un petit peu d'émulation autour de cette plateforme. Et c'est vrai qu'on est bien aidé parce que on a beaucoup de données qui sont faciles à extraire de la plateforme, qui sont parfois déjà mises en forme, ce qui est pas mal. Et donc, du coup, ça nous permet vraiment de communiquer autour de ça. Ok. Et du coup, j'imagine que ces réunions de présentation, c'est aussi le moment de brainstormer un petit peu sur quel va être le prochain sujet, le prochain angle d'attaque, si on peut dire ça comme ça, pour aller séduire au plus proche du terrain ou d'être ouais, en corrélation, en lien avec les enjeux business du groupe. Oui, et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que l'émulation, elle se fait presque naturellement. C'est-à-dire que, et encore une fois, je pense que c'est lié au fait que dans les entreprises, le sujet learning and development, le sujet développement des collaborateurs, c'est un sujet que les RH prennent à cœur, en fait. Et donc, du coup, ils ont tendance à être innovants et à vouloir s'investir sur ce sujet-là. Et quand ils sont innovants et qu'ils s'investissent sur ce sujet-là et qu'ils ont l'opportunité de le partager avec les autres vont un peu piocher leur bonne pratique. Donc, ça marche plutôt bien de ce côté-là. Ok, super. Peut-être un petit mot de mon côté pour résumer aussi un peu la collaboration qu'on a pu avoir et dont on vient de parler avant de passer. Je vois plusieurs questions dans le chat. Euh, je pense qu'il y a la notion de transparence. S'il y avait un mot à retenir, je pense que depuis le début, avec Jeffco, on se dit ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Et du coup, voilà, on est très au fait de part et d'autre des solutions qu'on pourrait trouver. Et ce qui amène finalement à, voilà, à se reposer un peu en permanence la question de comment on pourrait aller un cran plus loin dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Et voilà, je suis assez reconnaissant voilà, je dirais de la qualité de la relation qu'on peut avoir avec Jeffco. Et puis bah, du résultat, on voit un peu là au fil des mois et des années, on arrive à construire des choses qui sont très simples, très pragmatiques, mais voilà, qui fonctionnent, quel que soit le pays ou quelle que soit la population qui est concernée côté Jeffco. Donc, merci pour ça. Je vois donc peut-être qu'il y a une question dans le chat. Euh, alors, une question par Yannick. Comment avez-vous mesuré les résultats attendus? Donc, je pense que c'était un petit peu plus tôt dans la présentation, Marc. Est-ce que tu peux nous dire ça?
Oui, oui. Alors, les résultats attendus, je dirais que notre premier objectif, c'était que les gens se connectent sur la plateforme. Donc, pendant toute l'année de déploiement, on mesurait vraiment, donc via la plateforme, puisque dans la plateforme, vous pouvez créer des rapports et obtenir cette information-là. On suivait très précisément, pays par pays, quel était le taux de connexion des collaborateurs sur la plateforme. Et puis après, vous pouvez même aller plus loin, c'est-à-dire aller chercher dans les différentes catégories de population, votre catégorie en fonction des grades que vous donnez à votre population, etc. Vous pouvez en savoir un petit peu plus sur qui se connecte ou pas sur la plateforme. Donc là, on mesurait nos objectifs par rapport à ça. Et puis, on avait un autre objectif qui était très, très fort, c'était de créer du contenu. Donc, on avait acheté au démarrage le catalogue de Cornerstone. Et en fait, il fallait que nous, on crée du contenu. Et en fait, chez Jeffco, on n'est pas une équipe immense. Au niveau central, on est une toute petite dizaine. Donc, on ne pouvait pas créer tous azimuts énormément d'académies, etc. Donc, du coup, on a travaillé vraiment main dans la main avec le business pour valoriser les catalogues qu'on avait déjà et puis éventuellement pour rajouter des contenus. Donc, soit c'est des contenus qu'on peut acheter chez d'autres fournisseurs ou des agences qui vous créent du contenu, soit ça peut être des contenus qu'on fait nous-mêmes. Par exemple, on a fait l'Académie sur l'innovation avec l'équipe innovation. On a fait plein de contenus qu'on est allé chercher sur YouTube, des choses qu'on a créées nous-mêmes et donc qui nous ont pas coûté très cher. En fait. Mais voilà, je dirais que nos deux objectifs et la manière dont vraiment nos deux objectifs au moment du lancement, entre 2018 et fin 2019, début de 2020, c'était vraiment à la fois s'assurer que les gens se connectent à un bon rythme, etc. Et d'autre part, qu'on ait du contenu sur la plateforme. Parfait. Je vois une autre question concernant le nom de la solution de microlearning que vous utilisez. Donc, je ne sais pas si tu peux en dire deux mots et peut-être voilà, essayer d'expliquer quel est cet acteur et pourquoi ce choix. Alors en fait, donc c'est Skillpil qu'on utilise et c'était donc quand on a fait le partenariat avec Cornerstone au début, donc on a acheté un catalogue qui s'appelait Contact Anytime et où il y avait un des fournisseurs dans ce catalogue qui était Skillpil. Et ce contenu-là, on s'est rendu compte qu'il était assez populaire auprès de nos collaborateurs et qu'il était aussi très utile pour nous parce qu'à chaque fois qu'on montait des académies, etc., on trouvait toujours que ce contenu-là était plutôt pertinent. En fait, c'est un contenu qui est toujours organisé selon le même schéma avec, et c'est pas très long, c'est une pilule, hein, donc ça ne dure pas des heures, mais en fait, à chaque fois, c'est toujours sur le même format. Donc, il y a quelques apports théoriques, il y a une explication, et puis après, il y a des conseils, et après, il y a plein de ressources pour aller plus loin sur la mise en pratique. Et c'est vrai que du coup, quand on a avec en tête l'idée de travailler de plus en plus pour la population qui est sur le terrain, on s'est dit que c'était une bonne solution. En plus de ça, il y avait quelque chose qui était très important aussi pour nous, c'est que ce fournisseur-là nous permettait d'avoir les contenus en 13 langues. En fait, ils ont une offre qui est facilement sous-titrable et en fait, ils proposent ça. Et donc, on a pu acheter en 13 langues à peu près 80 contenus et voilà. Et donc, ça nous a semblé très, très intéressant. Et avec Cornerstone, on a travaillé pour que ce soit sur un prix correct. Et donc voilà. Donc en fait, on a utilisé Thomas et l'équipe Cornerstone. Enfin, on n'a pas utilisé, on a bénéficié de l'expertise de Thomas et de l'équipe Cornerstone pour négocier un petit peu ce contrat-là avec Skillpil. Ah oui, c'est vrai que c'est un partenaire avec lequel on a une vraie proximité. On a déjà accompagné d'autres grands groupes sur des populations terrain ou des populations à l'international avec ces offres-là. Donc, c'était quelque chose qu'on avait déjà éprouvé. Il y a peut-être un point, juste je rebondis sur le point précédent qu'on a peu mentionné dans la présentation, mais je pense que c'était un critère important pour vous chez Jeffco, c'était la notion de mise à jour dans le temps, c'est-à-dire que
les contenus, les packages Content Anytime, on n'est pas, contrairement à ce qui était le cas il y a quelques années, on n'est pas sur des packages qui sont figés. Et donc, en fait, toujours avec cette volonté de Jeff Co d'animer les Guardians et donc les apprenants au bout de chaîne, le fait d'avoir des mises à jour plus fréquentes avec des nouvelles versions de contenu ou des nouveaux contenus, bah, ça permet encore une fois de faire vivre et de donner des armes aux Guardians et aux équipes RH et à Marc et son équipe pour promouvoir voilà, des sujets d'actualité. Et on sait que ça avance très très vite. Les priorités de 2020 ou 2021 n'étaient pas les mêmes que 2019. Donc voilà, ça permet d'avoir cette continuité-là aussi. Je vois une autre question également de Yannick. Quels sont les outils qui vous permettent de mesurer l'ancrage de ces compétences et donc du ROI en lien avec la performance globale de Jeffco? Alors ça, c'est une vaste question. En fait, c'est une vaste question. Alors, dans notre tableau de bord, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé on essaie de mesurer l'impact de nos académies. Donc, on se concentre sur les académies, puisque les académies, c'est les sujets stratégiques de Jeffco. Donc, et en fait, pour chaque académie, on mesure l'activité de formation. Donc, par exemple, je vais vous donner un exemple. Sur innovation, on a plusieurs parcours dans l'Académie Innovation. On a un parcours pour les néophytes, on a un parcours pour les managers, etc. Si vous êtes dans le parcours pour les néophytes, on va mesurer en fait qui, dans la population qui avait été déterminée pour participer à cette académie, qui sont les starters, qui sont les learners et qui sont les finishers. Donc, combien de personnes ont commencé le parcours, combien de personnes suivent le parcours de manière régulière et combien de personnes ont fini le parcours, puisqu'à chaque fois, il y a plusieurs blocs dans le parcours. Ensuite, pour ce même dashboard, ça mesure l'activité de formation, mais ça mesure pas, ça répond pas tout à fait à votre question, qui est plus compliquée, qui est sur l'impact de la formation. Et en fait, ce qu'on fait dans notre tableau de bord, c'est qu'on identifie pour chacune de nos activités quels sont les critères qui nous permettent de dire oui, on a de l'impact grâce à cette académie. Et par exemple, sur l'innovation, c'est le nombre de projets, puisqu'en fait, on a une Innovation Factory au sein de Jeffco, c'est le nombre de projets qui sont présentés à cette Innovation Factory. Voilà. Et donc, à chaque fois, pour les académies, on essaye d'identifier un objectif, un critère business qui nous permet de mesurer l'ancrage ou l'impact de nos formations. Je vous ai donné l'innovation. J'aurais pu vous dire sur le project management, par exemple, vous savez qu'on classifie les projets en fonction des risques selon des échelles. Eh bien, on va regarder si on a une amélioration par rapport à notre classement sur nos différents projets. Chez les sales, on a fait tout un programme sur social selling l'année dernière. Eh bien, la manière de vérifier est-ce que le programme était effectif ou pas, ça a été de voir le pourcentage de sales qu'on a fait via les réseaux sociaux avant et après la formation. Mais c'est un vaste sujet et c'est un vaste sujet sur l'ensemble des formations et y compris sur les compétences vraiment techniques, etc. Alors, sur les compétences techniques de métier, souvent, c'est presque plus simple hein, parce que c'est lié à des modes opératoires. Donc, on voit bien si quelqu'un maîtrise ou pas un mode opératoire. Du coup, cette question était liée au lien avec les enjeux business. Une autre question sur le lien au sens RH ou de l'impact RH. Tu mentionnais tout à l'heure la notion de marque employeur. Donc, on a une question qui est avez-vous quelques exemples à partager concernant les facteurs différenciants qui boostent votre marque employeur? Alors, on travaille dessus. Je ne suis pas sûr que ça. Je ne sais pas si ça booste complètement. On va revenir l'année prochaine pour avoir le retour. Non, on travaille dessus. Non, ce que je veux dire là, c'est que c'est vrai que on veut utiliser ça comme un critère. C'est-à-dire que, encore une fois, bon, chez Jeffco, on a la chance d'être une entreprise qui est assez ancienne, hein, qui a 70 ans d'existence, qui s'est transformée beaucoup. À la base, c'était une filiale de PSA. Maintenant, c'est une entreprise qui est complètement indépendante. Donc,
on peut, et on a des gens qui sont dans l'entreprise depuis longtemps, etc. Donc, on peut raconter beaucoup de belles histoires et de beaux témoignages sur l'évolution au sein de notre entreprise. Et c'est vrai que de dire, je pense récemment, par exemple, on a concouru pour Happy Training, qui est un label pour les entreprises qui gèrent le mieux leurs stagiaires, leurs apprentis, etc. Et donc, on faisait des petites vidéos pour parler de ça. Et on a des stagiaires qui, vraiment spontanément, ont dit, un des trucs qu'on préfère chez Jeffco, c'est le fait qu'on a une plateforme et tous les collaborateurs peuvent se former et il y a plein de formations. Voilà, donc, il y a des TED Talks, il y a plein de choses, etc. Et c'est comme ça qu'on essaye de valoriser un petit peu cette université d'entreprise. Donc, ça peut être aussi, j'imagine, par la communication externe, tout simplement, pour venir promouvoir ça à l'extérieur de l'entreprise. Et voilà, que ça puisse sortir un petit peu des murs de l'entreprise aussi, quoi. Oui. Un point également sur la part des formations réglementaires dans votre catalogue. Alors, je ne vous dirai pas le pourcentage, mais il y en a une part. Oh, je dirais que c'est quand même. Alors, réglementaire, purement réglementaire, je dirais que c'est peut-être 5%. Après, vous avez des formations. Alors, quand je dis purement réglementaire, c'est des formations sur la compliance, sur les produits dangereux, des choses comme ça. C'est important, mais je dirais que c'est pas une part très, très importante de notre catalogue. On n'est pas comme dans l'industrie pharmaceutique, par exemple, où vous avez beaucoup de formations réglementaires. En revanche, ce qu'on a fait, et ça, je pense que c'est une bonne idée, c'est ce qu'ont fait notamment les Brésiliens, c'est de mettre sur la plateforme des formations qui sont vraiment liées au quotidien des gens, y compris, alors je pense à un autre exemple en France, par exemple, ils ont mis des formations comme ça sur des modes opératoires et ils ont mis dans les ateliers des QR codes et les gens, ils n'ont qu'à flasher le QR code et ils se retrouvent sur la formation, sur la plateforme. Et ça, c'est top pour justement la fréquentation, l'utilisation de la plateforme et puis l'appropriation de la plateforme par les collaborateurs. Donc, je dirais, pour répondre très clairement à votre question, des formations purement réglementaires sur la compliance, sur notre charte d'éthique, etc. Bon, il y en a évidemment, comme dans tous les grands groupes, mais je dirais que ce n'est pas énorme. Après, il y a une bonne pratique qui consiste à mettre sur la plateforme le maximum de formations dont les gens ont besoin tous les jours, parce que ça vous permet de les habituer à venir sur cette plateforme et à travailler avec cette plateforme. Ok, très clair. Et puis peut-être une dernière question. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait du rôle du manager, qui était plutôt quelque chose que vous alliez travailler, que vous avez initié, mais qui est encore quelque chose que vous souhaitez faire progresser. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ta vision vis-à-vis de ce rôle de manager précisément, et puis de manière plus générale? Je vois que le temps passe, mais peut-être pour conclure un petit peu les sujets que vous envisagez sur 2022 et au-delà, parce qu'on sait que vous êtes dans l'anticipation, vous nous l'avez prouvé jusqu'ici, donc j'imagine que les next steps sont déjà en train d'être travaillés. Sur le manager, le rôle du manager, vraiment, nous, on le considère comme un coach pour le développement de ses collaborateurs. Donc, pour nous, c'est vraiment un outil qu'on met à sa disposition. Mais c'est vrai qu'on travaille plutôt qu'avoir des discours un petit peu standards et génériques venant du groupe, on pousse plutôt les Guardians localement à travailler avec leurs équipes de management pour qu'ils jouent complètement ce rôle. Par rapport à nos objectifs sur l'année, les années qui viennent, enfin les 2 années qui viennent, après c'est un peu loin, mais je dirais que vraiment tout l'aspect de montée en compétences, l'acquisition de nouvelles compétences, les changements dans les compétences, donc on parle d'upskilling, reskilling, etc. Ça, c'est quelque chose qui est très important parce que c'est quelque chose qui est très important pour notre industrie.
Donc, il faut absolument qu'on puisse utiliser cet outil comme un levier. C'est un super outil aussi pour tout ce qui est le change management. On est dans des organisations qui changent en permanence, etc. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Puis, il y a une autre dimension aussi sur laquelle on voudrait continuer à utiliser bien cet outil. C'est dans tout ce qui est la gestion des savoir-faire au sein de l'entreprise. Quand on a lancé le Jeff Code University, on l'a présenté comme tel, mais ça, c'est encore une dimension qu'on peut développer. Ok, parfait. En tout cas, un grand merci à tous pour votre large participation. Merci beaucoup, Marc, pour ce témoignage. J'espère que vous aurez perçu voilà, la transparence qu'on a souhaité avoir avec vous pour vous partager vraiment ce retour d'expérience. Je ne sais pas si, Marc, tu veux dire un petit mot pour finir, mais en tout cas, ça a été un plaisir de mener cette séance avec toi et cette audience. Merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas, si jamais il y a des choses sur lesquelles vous souhaitez avoir plus d'informations, vous pouvez essayer de contacter Cornerstone ou Jeffco et on se fera un plaisir de vous donner plus d'informations. Parfait. Un grand merci à tous et bon après-midi. Merci.